c'est important que les gens, avec un mot simple, comprennent de quoi on parle et à quoi ça va ressembler. Et évidemment, on n'a pas du tout la prétention sur 100 carrés à 3 000 carrés de recréer une forêt, de milliers d'hectares, complètement naturelle. Et là où il faut être aussi prudent, c'est vrai que cette méthode Miyawaki est un terme qui est devenu un peu à la mode. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ndakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Bonjour Nicolas, je suis ravi de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Comment tu vas et comment ça se passe du côté de Bruxelles? Bonjour Hicham, bah, écoute, ça va très bien. Il fait beau à Bruxelles, il faut l'apprécier quand c'est le cas. Et écoute, tout va plutôt bien. Bon, est-ce que tu pourrais te présenter librement? Écoute, je suis Nicolas de Brabander, je suis biologiste de formation. J'ai créé Urban Forest en 2016. J'ai découvert la méthode Miyawaki en 2015 et j'ai démarré en 2016. Et donc on crée des micro-forêts depuis pas mal de temps. On a acquis pas mal d'expérience. Et que te dire sur, moi je suis belge, je suis basé en Belgique, je travaille en Belgique, en France, en Allemagne, dans différents pays. Et et j'ai beaucoup voyagé en fait. J'ai grandi en Afrique et voilà les c'est assez marrant de voir un peu comment on arrive à ce qu'on fait. Mais en gros, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, une grande ville. Et j'allais sur la plage à Assigny, qui était à 1 heure de la ville. Et je traversais à l'époque, quand j'étais tout petit, des forêts qui étaient encore debout. Et on arrivait sur une lagune qu'on traversait en pirogue. On marchait à travers la forêt jusqu'à la plage et on passait le week-end en petit maillot et en lampe tempête avec la glacière. Et en fait, le temps a j'ai vu, progressivement, toute ma jeunesse, mon adolescence, cette campagne se transformer en champ d'exportation, hein, des ananas, de l'hévéa, du palmier à huile, des choses comme ça. Et cette plage qui était vraiment Robinson Crusoe à l'époque, est devenue maintenant hyper bâtie, électrifiée, avec des quads, avec, tout ça. Et j'ai grandi avec cette idée de me dire: Mais c'est quoi ce progrès, en fait, ce développement dont on nous parle? Est-ce que c'est la disparition de toute cette nature, en fait, pour le commerce? Et donc j'ai grandi avec cette idée de me dire, cette nostalgie sans doute de vouloir, revivre ces belles années de jeunesse en contact avec la nature. Et je crois que c'est un petit peu ça qui m'a amené à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire ramener la nature en ville, créer des micro-forêts, remettre les personnes en contact de la nature, s'intéresser aux écosystèmes et vivre en équilibre avec le vivant. Alors justement, c'est lors d'un voyage, c'est ça, en Asie, que tu as été, interpellé par les forêts, les micro-forêts? Hem, Ces écosystèmes, tu peux nous en parler un peu plus? Mais oui, en fait, ça a démarré sur internet, en fait. Je regardais, TED Talks, donc c'est Très bien. des Des séries de conférences, hein. Mmh. conférences, voilà, de présentations. Et j'ai découvert un jour un Indien, Shubhendu Sharma, qui présentait la méthode Miyawaki. Et j'ai été, complètement fasciné, immédiatement parce qu'il y avait, j'avais un peu l'impression que toutes les pièces du puzzle se mettaient ensemble, c'est-à-dire, il parlait de forêt, quelque chose que j'aime beaucoup. Il parlait d'entrepreneuriat, il avait vraiment, heu, voilà, il parlait de ça comme un créateur d'emplois, en fait, de vraiment répondre à une demande et puis aussi de s'adresser à un problème de société, c'est-à-dire il décrivait les villes indiennes comme en progrès et avec une nature qui disparaît de jour en jour.
et il se posait la question, bah, tiens, comment ramener la nature en ville? Et lui travaillait dans une usine Toyota et en fait, son boulot, c'était ingénieur industriel. Il devait optimaliser les chaînes de montage pour l'automobile et il se demandait s'il pouvait pas faire la même chose pour des forêts, pour des micro-forêts. Et donc voilà, j'ai été immédiatement, fasciné, en fait, par sa présentation. Je lui ai envoyé un mail, je m'attendais pas à une réponse et en fait, il m'a proposé de venir le rejoindre en Inde. Donc je suis parti, donc la méthode Miyawaki nous vient du Japon, mais moi, je l'ai apprise par cet Indien. Donc je suis parti en Inde, ça a été un voyage d'ailleurs extraordinaire qui a duré 1 mois. On a voyagé, j'ai vu, plein de projets différents, je l'ai vu aussi en interaction avec des clients. J'ai pu, voir la création d'une microforêt avec cette méthode Miyawaki et en fait, j'ai été, complètement, subjugué et en fait, une petite anecdote où j'ai compris que c'est ça que je voulais faire, c'était un soir, je n'allais pas très bien et j'étais pas en forme quoi, j'étais dans ma chambre d'hôtel et il y avait justement une forêt Miyawaki, en face de l'hôtel, hein, dans le noir, mais c'était accessible, dans ce parc et en fait, je suis sorti de ma chambre pour me changer les idées. J'ai marché jusqu'à cette forêt qui était le long d'un il y avait un sentier comme ça qui menait jusqu'à la forêt et rien que de marcher jusque-là, je me sentais déjà mieux. J'avais l'impression de déposer mon sac de pierres et en arrivant près de la micro-forêt, il y avait, j'entendais des petits bruits. Je sentais qu'il y avait plein de petits animaux comme ça qui dormaient là la nuit. Et là, ça j'ai été fasciné, je me suis dit: «Mais non seulement je sens que ça me fait du bien, je vais beaucoup mieux, mais en plus, ça accueille vraiment la vie». C'est vraiment un habitat pour, la journée, on voit pas toujours parce qu'il y a de l'activité et tout ça, mais la nuit, on se rend bien compte qu'il y a des oiseaux Des et choses des qui petits existent, ouais, animaux qui viennent passer la nuit, voilà. Et ce soir-là, je me suis dit: «Waouh, ce truc est vraiment génial et il faut que je fasse ça». Et je suis donc retourné en ensu Belgique, voilà. pour se mettre donc le premier contact, ça a été un talk, TEDx. À Donc ça, TEDx, c'est exactement, voilà, a avant voilà. de rentrer directement, sur place. Vraiment intéressant, est-ce que tu peux, nous expliquer juste quoi en consistent les microforêts? Alors, il y a plusieurs appellations. On parle de microforêt, de forêt de poche aussi, la traduction, anglaise forest pocket, c'est ça? Pocket forest? Picket Je sais plus Forest, comment oui. c'est ça. Des forêts urbaines, c'est quoi l'appellation que tu utiliserais qui te semble la plus juste et nous expliquer en quoi consistent, voilà ces forêts-là, et comment elles existent, dans les milieux urbains. C'est vrai qu'il y a bon, c'est quelque chose de nouveau, hein, dans le paysage, urbain, c'est moi, j'aime bien utiliser le terme microforêt, c'est vrai, comme tu dis, il y a beaucoup de synonymes, hein, tiny forest, pocket forest, forêt urbaine, microforêt, bosquet urbain. Parce que certains aussi ne parfois sont un petit peu crispés quand ils entendent le mot forêt. Pour eux, c'est trop petit pour être une forêt, ils trouvent qu'il y a un abus de langage. Mais bon, bosquet urbain, je trouve pas ça très évocateur. Je trouve ça un petit peu plat, comme terminologie. Ça n'évoque pas grand-chose. Tandis que, voilà, microforêt me semble le meilleur terme. On sent bien que c'est petit, que c'est une forêt. Ça, en tout cas, ça doit y ressembler. Voilà un petit peu. Et alors ce qui est important, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'approches différentes. C'est vraiment, la méthode Miyawaki est un outil parmi, tant d'autres. Mais là où, on est vraiment, assis, enfin la base de tout ça, c'est vraiment la méthode Miyawaki. Voilà. D'accord, donc bah, explique-nous, comment s'est inspiré, donc ce botaniste, c'est un botaniste japonais, c'est ça? De C'est quoi il ça, s'est c'est un inspiré? Comment il a mis en place, bah, cet écosystème en fait? Comment ça pousse? Voilà, vraiment pour ceux qui connaissent pas du tout le principe. alors je vais commencer par l'historique parce que c'est sympa de le savoir. Le professeur, Akira Miyawaki, il vient du Japon, et en fait, il a grandi à la campagne et il a été interpellé en voyant les paysans autour de lui qui luttaient en permanence contre les mauvaises herbes, en fait, les adventices heu
et donc il a grandi en se demandant: «Tiens, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour aider ces paysans pour que ça soit moins difficile de lutter contre les adventices?» À l'époque, il y avait pas tous ces produits qu'on utilise actuellement, et il est parti à Tokyo, à l'université de Yokohama où il était étudiant, et il s'avère que c'était un très bon étudiant, tellement brillant qu'il a été repéré par un professeur en Allemagne, le professeur Reinhold Töxen, qui l'a invité en Allemagne et qui l'a proposé de travailler avec lui, et il est parti plusieurs années, donc Akira Miyawaki est parti plusieurs années en Allemagne, il a appris l'allemand et il a travaillé avec Reinhold Töxen sur le concept de végétation naturelle potentielle. Donc c'est, en quelques mots, c'est l'idée que, la végétation telle qu'on la voit, actuellement, elle est formée d'une communauté d'espèces différentes, qui est en accord avec le climat, en accord avec le sol, et donc il a cartographié comme ça, toute l'Europe. C'est cette carte, moi je l'utilise encore aujourd'hui, la carte de la végétation naturelle potentielle de l'Europe, et donc en fonction de là où on se trouve en Europe, on peut savoir à quoi ressemblerait la végétation stable, la végétation la plus mature. Est-ce qu'elle est forestière? Est-ce qu'elle est herbacée? Est-ce qu'elle est marécageuse? Des choses comme ça, et donc voilà, c'est vraiment ce principe de phytosociologie, c'est l'assemblage des plantes. On se rend compte que les plantes ne sont pas ensemble par hasard. En fait, il y a vraiment des plantes qui aiment être ensemble, qu'on revoit. Il y a des patterns, là, comme on dit en anglais, des tendances, et voilà un petit peu, comment ça a démarré, et puis à son retour au Japon, en fait, le gouvernement japonais lui a demandé de faire cette même carte pour tout le Japon, et là où le ça lui a mis 10 ans, hein, c'était vraiment ça lui a mis un temps fou. Il a crapahuté partout au Japon, du nord au sud. C'est un archipel immense qui est assez intéressant parce que ça va du climat subarctique au climat tropical. Il y a vraiment, tous les climats possibles et imaginables, et il a cartographié donc tout ce Japon, et là où il a commencé à être connu dans la communauté scientifique, c'est qu'il a présenté en fait 2 cartes. La végétation, telle qu'elle est, celle qu'on voit autour de nous aujourd'hui, et cette carte de végétation potentielle naturelle, et de voir en fait la différence entre les 2, de se rendre compte qu'il y a un écart et que cet écart est dû à l'activité humaine, en fait, qui a transformé la végétation, et Donc ça serait, 2 cartes, l'une qui serait, qui évoluerait en fonction de l'activité humaine et l'autre qui serait une carte qui serait en dehors même de l'activité humaine, qui se développerait, indépendamment de de notre activité, si je c'est comprends bien? exactement ça, tout à fait. Et là, c'était, et aussi, il s'est rendu compte, bah, on imagine, hein, 10 ans à crapahuter, partout, avoir tous les écosystèmes possibles. Et puis c'était aussi l'émergence de ces théories, hein, des successions végétales, hein. Par exemple, si on a une friche, on voit qu'il y a des herbacées, puis il y a des arbustes, et puis on a des essences pionnières comme, le bouleau, le saule, les espaces comme, et puis on arrive vers une végétation, secondaire, et puis la végétation mature, qui est vraiment la végétation stable, hein, qui subit des changements, mais qui est relativement stable, et en fait, voilà, ce processus est vraiment très, très long, en fait. On estime qu'en climat tempéré comme en France, ça mettrait plus ou moins 200 ans pour retrouver une forêt, hem, voilà, vraiment mature, à son stade mature, et donc il s'est dit: «Mais avec dans le monde moderne, en fait, cette échelle de temps devient inaccessible, en fait. On n'a plus le temps d'attendre 200 ans, on veut des résultats beaucoup plus rapides, et cetera», et donc il s'est posé la question, bah, comment est-ce qu'on pourrait accélérer cette restauration du milieu forestier, naturel, la forêt indigène? Et c'est là qu'il en est arrivé à développer cette méthode, c'est de comprendre quelle est la dynamique naturelle, quelles sont les espèces et comment on peut accélérer le retour de la forêt. Et donc il a mis en parallèle la théorie des successions, classiques, hein, donc c'est ce que je viens de décrire, ce processus, lent qui mène de la prairie à la forêt,
et puis, sa théorie, la la méthode Miyawaki qui permet d'obtenir un résultat similaire en 20 ans, c'est-à-dire 10 fois plus rapidement. Donc, c'est vraiment de créer les conditions de sol idéales, de savoir quelle espèce planter, vraiment des espèces natives qui correspondent à l'écosystème mature. On va pas planter d'espèces, pionnières ou très, très peu. On va surtout planter des espèces matures dès le début dans un sol qui a les conditions idéales pour les arbres, et en fait, on se rend compte que rapidement, les arbres d'abord poussent très, très vite, hein. Moi, j'observe ça en Belgique. On n'avait jamais vu en fait une végétation pousser aussi rapidement que ça avant, et 20 ans après, évidemment, on n'a pas un arbre de 200 ans en 20 ans, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est l'aspect visuel de la forêt, c'est la diversité des espèces, les interactions, l'architecture forestière, qui ressemble, voilà, très rapidement à une forêt. Et c'est ça qui est J'ai une ques assez fascinant, avec cette méthode. Nicolas, j'ai une question qui me vient, c'est de me dire, est-ce que finalement c'est né d'une observation, le processus est naturel? Ou est-ce qu'on va injecter, on peut imaginer, hein, sur la production agricole pour que nos légumes, pour nos plantes, grandissent ou en tout cas se développent plus rapidement, est-ce qu'on intègre des processus, enfin, des produits chimiques, pour le dire vulgairement, des produits chimiques dans ces forêts-là pour qu'elles poussent plus vite? Ou vraiment c'est quelque chose de très naturel, en fait? C'est juste, finalement, on a observé un processus et on le reproduit, à petite échelle? C'est très différent de l'agriculture, ça n'a rien à voir. Donc on va pas du tout utiliser de produits, chimiques, de produits de synthèse. C'est vraiment l'observation de la dynamique naturelle, c'est de comprendre comment cela fonctionne et d'essayer d'aider la nature à se régénérer plus rapidement. D'accord. Donc on va donc les étapes, c'est quoi? C'est vraiment une préparation du sol, donc souvent en ville, hein, on a des sols très compacts, on a des sols, où la tous les micro-organismes du sol ont disparu. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai pris des échantillons que j'ai regardés au microscope, un sol en ville, une pelouse par exemple, ou bien un sol forestier, en bon état, même un compost, et de voir un peu qu'est-ce qu'on voit au microscope, et on voit en fait une différence incroyable. Si vous regardez un sol, en ville, c'est ennuyant au microscope en fait. Vous parcourez l'échantillon et il y a pratiquement rien à voir, il se passe rien. C'est un peu comme regarder dans un ciel vide, et tandis que si vous prenez un bon humus, forestier, vous allez voir plein de choses, c'est beaucoup plus excitant. On voit des petits flagellés, on voit des nématodes, on voit des amibes, on voit comme ça plein de d'amas organiques. On voit qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, et donc c'est ça ça démarre du sol. Comment créer un sol qui soit vraiment vivant, qui va permettre de retenir l'humidité, dans lequel il y aura des micro-organismes, dans lequel, l'oxygène va circuler, un sol meuble qui va faciliter la croissance des racines. Donc c'est ça un petit peu le démarrage, on recrée un bon sol. On va apporter des amendements naturels, que ça soit du broyat, du compost, du fumier, et on ne le fait pas systématiquement. Si on estime que le sol est correct, on ne va pas apporter d'amendements. Par contre, ce qui est important, c'est sur un sol, donc il faut aussi pas faire d'amalgame. Cette méthode Miyawaki, pour moi, elle n'est pas adaptée à de la à la foresterie, classique, hein. On va pas recréer des forêts à grande échelle avec ça. C'est plutôt des forêts, symboliques qui poussent rapidement, qui vont nous poser des questions, et rentrer en relation comme ça avec le vivant, comprendre la dynamique du vivant. Et donc on va vraiment ameublir le sol. Ça, c'est très important. C'est à mon avis l'étape fondamentale. C'est d'abord de casser cette croûte, cette compaction du sol, et pour ça, on utilise une mini pelle. C'est assez intrusif, hein, évidemment. On a besoin de gros matériel pour travailler ça. Certains ont voulu le faire, à l'huile de coude, mais voilà, bon courage, et à mon avis, au bout de la deuxième, on a le dos complètement cassé. Donc on travaille avec une mini pelle, et on va, voilà, par exemple, on sait que les arbres, fonctionnent en symbiose avec les champignons. Ils ont besoin des champignons pour prendre leurs nutriments, pour prendre l'eau, pour communiquer entre eux, hein. C'est quelque chose
on connaît maintenant, les scientifiques nous l'ont vraiment, documenté et c'est quelque chose maintenant de connu et on sait que les champignons aiment le bois, ils aiment la lignine, et donc d'apporter du broyat et de le mélanger au sol, ça va favoriser, l'apparition des champignons qui vont rentrer en symbiose avec les arbres et les aider à mieux pousser. C'est un petit peu ça la logique. Bien, Si bien. on a un problème, par exemple, de rétention d'humidité, un sol, qui ne retient pas l'humidité, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette rétention d'humidité? Qu'est-ce qu'on trouve autour de nous qui peut améliorer la texture du sol? Donc c'est pas une Et c'est science là où parfaite, mmh. hein, c'est un peu du feeling, hein, soyons clairs, hein. C'est voilà et il y a des choses comme, si le sol est très clair, c'est qu'il est pauvre, donc on va sans doute apporter plus de nutriments. Par contre, si le sol est déjà foncé, qu'il a une bonne odeur, on sait que c'est un sol tout à fait correct et du coup, il y a pas grand-chose à apporter dans ce sol, heu, voilà. Est-ce qu'il Donc y ça, a, c'est le sol. OK, excuse-moi Nicolas, je te laisse continuer. Donc on en vient, j'imagine aux arbres cette fois? C'est ça, exactement. La deuxième étape, c'est les arbres et la méthode Miyawaki, c'est vraiment il faut être quand même c'est pas une plantation d'arbres au hasard. Il faut quand même être un petit peu, sérieux et savoir qu'est-ce qu'on va planter. Et la méthode Miyawaki, c'est vraiment de se documenter et de savoir à l'endroit où on se trouve, à quoi ressemblerait la forêt mature. Dans la majorité des endroits en France, heu, j'aime bien dire que tous les sols rêvent de devenir forêt. C'est la dynamique naturelle. La majorité des 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 lieux en France, en fait, se transformeraient en forêt si on laissait faire complètement la nature. Et donc, quelles sont les espèces qui composent cette forêt mature? Et c'est ces espèces-là qu'on va planter. Donc, il faut se documenter. Il y a aussi des espèces dominantes, des espèces secondaires, des espèces mineures. Il y a des arbustes, des arbres. Il y a les différentes strates de la forêt, les arbres dominants, les arbres intermédiaires, les arbustes du sous-bois. Donc voilà, il faut vraiment faire cette recherche, comprendre en fait quelle est cette forêt qu'on veut reconstituer, d'avoir un objectif et c'est ces espèces-là qu'on va sélectionner et planter ensemble et on se rend compte qu'en fait, en copiant la nature, en copiant cet assemblage d'espèces qu'on voit dans la nature, on obtient des résultats incroyables. Voilà, c'est et alors la dernière étape, c'est vraiment un entretien pendant 3 ans qui est très léger. Il va falloir faire, 1, 2, 3 interventions par an pour limiter que les adventices, les mauvaises herbes, en fait, n'étouffent les arbres. Donc c'est un travail à la main, on ne peut pas utiliser de débroussailleuse, on ne peut pas utiliser de machine. C'est vraiment un travail à faire à la main, au cas par cas, en enlevant que ce qui nuit aux arbres et au bout de 3 ans, cette microforêt doit être complètement autonome et c'est ça, moi aussi que je trouve très intéressant parce que je suis un jardinier, relativement, fainéant et de me dire que dans 3 ans, je n'ai plus rien à faire, je trouve ça absolument, génial et puis il y a cette dimension, encore une fois, il y a plein d'options, hein, pour végétaliser la ville et ce que j'aime bien en microforêt, c'est la cette hauteur, en fait, cette exubérance, qui voilà. On parle également de densité, c'est-à-dire qu'on plante, finalement très serré. Ces arbres sont plantés, au mètre carré. Je c'est quoi à peu près le nombre d'arbres que vous allez pouvoir mettre? Alors, est-ce qu'on parle de mètres carrés ou sur quelle surface, en fait, vous définissez qu'il faut tant de plants, d'arbres, pour prétendre, à une microforêt? Alors ça, c'est un point vraiment, c'est ce qui interpelle tout le monde, c'est la densité des arbres qu'on plante et les forestiers, hurlent, à la calomnie. En fait, on va le professeur Miyawaki recommande de planter 2 à 7 arbres au mètre carré. Plus les conditions sont difficiles, plus on va densifier la plantation. Si les conditions sont, on va dire, faciles, on va plutôt planter 2 à 3 arbres au mètre carré. Et alors pourquoi on plante autant? C'est d'abord, on observe que c'est, dans une trouée, par exemple forestière, on observe cette densité naturellement. L'avantage, en fait, c'est que, alors pourquoi on plante si dense? C'est d'abord pour limiter ces fameuses adventices, ces mauvaises herbes. C'est ça le principe, c'est qu'en plantant densément, on crée rapidement une couverture, de feuilles qui va limiter les mauvaises herbes et donc l'entretien. Ça, c'est déjà une chose.
Ce qu'on voit aussi, c'est que les arbres, en fait, font la photosynthèse, ils créent des sucres, hein, qui est leur énergie pour croître, et cetera, et qu'une grande partie de ces sucres est injectée dans le sol pour stimuler l'activité microbienne autour des racines, qui va leur permettre de prendre l'eau et les nutriments dans le sol. Et donc vous imaginez que plus vous plantez d'arbres, plus vous avez de points d'acupuncture, hein, si on veut, qui va permettre de régénérer le sol rapidement. L'autre chose aussi, c'est que la densité des arbres va rapidement créer un microclimat. Ça va se protéger du vent, du chaud, du froid et même des dégradations humaines finalement. Ça crée un peu une barrière naturelle qui empêche, il y a d'ailleurs en Angleterre, hein, ils ont étudié ça, ils ont comparé vraiment les méthodes de plantation classiques et la méthode Miyawaki. Et en fait, souvent, les plantations classiques, enfin, ça arrive qu'elles soient dégradées. Les gens, piétinent, les gens cassent des branches et cetera. Une voiture qui, en faisant une marche arrière, m'a fait tomber un arbre. Tandis qu'une forêt dense, va beaucoup mieux se protéger. On observe Se beaucoup moins de protéger elle-même. dégradation. Voilà. D'acc Donc c'est vraiment il y a évidemment une compétition pour la lumière, hein. Tous ces arbres veulent leur place à la lumière et donc ils vont croître beaucoup plus vite. Et alors, il y a mais plus que la compétition, il y a vraiment une coopération entre ces arbres. On sait pas tout, on comprend, peu de choses finalement, mais assez pour se rendre compte que toutes ces interactions sont très positives et stimulent en fait une croissance rapide et la régénération du sol, la régénération de la végétation. Voilà, c'est un petit peu ça le pourquoi on plante aussi dense. C'est on copie la nature et on observe que ça donne des résultats assez sensationnels. Il y a évidemment une mortalité, ça c'est évident. Tous ces arbres ne vont pas et en fait, ce que moi j'observe parce que vraiment, au-delà de ces projets, je les étudie, je retourne sur place. On a fait une étude assez poussée avec mon collègue, Dorian Malengro. On a vraiment, regardé, on a cartographié les arbres, on a regardé le taux de survie, la vitesse de croissance, quelles sont les espèces qui sont encore là et cetera et sur 6 ans, on observe une mortalité de 15 à 35. Et souvent, la mortalité est élevée quand ce sont, par exemple, des écoles où il y a beaucoup de piétinement. Les enfants, finalement, c'est compliqué de mettre une clôture autour parce qu'on veut qu'ils soient en interaction avec le végétal. Mais, et les Japonais nous disent que, cette microforêt doit être stable, enfin, que le taux de survie arrive à 60 au bout de 40 à 50 ans et qu'à ce stade-là, la forêt est stable. Voilà, il n'y aura plus de mortalité. Donc on plante densément, on obtient une croissance rapide. Il y a finalement une mortalité qui est tout à fait acceptable et c'est grâce à ça qu'on obtient des résultats aussi sensationnels. Alors en fait, j'aimerais revenir sur quelques controverses scientifiques, j'aimerais savoir ton avis là-dessus. Certains écologues afferment qu'une plantation dense sur quelques centaines de mètres carrés, on en a parlé un peu précédemment, on peut pas utiliser, la notion de forêt, parce que sens écologique, ça sera jamais une forêt. Quelle est ta vision là-dessus? Alors, au début, tu as parlé de bosquet qui était une alternative à la notion de microforêt. Comment tu peux répondre à ce scepticisme justement d'utiliser la notion de forêt dans le terme microforêt? Bah, ça fait 10 ans que je cherche le bon terme et comme je disais au début de notre entretien, pour moi, le terme microforêt correspond le mieux à la réalité. Je pense que tout un chacun est capable de reconnaître que c'est évidemment pas ça n'a pas évidemment l'ampleur d'une immense forêt de milliers d'hectares. Il voit la différence entre une microforêt et une vraie forêt. Ça c'est une chose, évidemment dans ces micro-forêts mais c'est le terme, vous voyez? C'est vraiment le terme forêt qui est évocateur. C'est important que les gens, avec un mot simple, comprennent de quoi on parle et à quoi ça va ressembler. Ça c'est une chose et évidemment, on n'a pas du tout la prétention sur 100 carrés à 3 000 carrés de recréer une forêt, de milliers d'hectares, complètement naturel, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, on ça permet de comprendre la mécanique du vivant, ça permet de bénéficier des services écosystémiques, hein, comme on aime bien dire. Ça rafraîchit l'air, ça purifie l'air et d'ailleurs on étudie ça. Moi, j'ai des clients comme
comme Foncière Logement, par exemple, qui fait travaille dans l'immobilier et donc ils veulent vraiment documenter ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment, ces Que ça microforêts, marche. Mmh. purifient l'air, rafraîchit la température? Est-ce qu'il y a vraiment la biodiversité qui s'y installe? Est-ce que le sol vraiment s'améliore? Donc tout ça, on le documente, ça prend du temps. Moi, de mes propres observations, j'observe que c'est vraiment le cas. Miyawaki d'ailleurs a publié pas mal d'articles et d'autres aussi qui prouvent déjà tout ça. Mais il y a une certaine, voilà, dans le monde occidental, voilà, il y a une certaine, scepticisme qui me paraît sain et normal. Mais tous les indicateurs me semblent vraiment, tout à fait au vert pour, montrer que ça marche bien. Une autre, une autre des critiques, c'est, le fait que, les développements des arbres finalement filent vers le haut, sans véritablement se développer en largeur, pourrait créer des risques de casse, par grand vent. Est-ce que tu as constaté ce genre de problème? Je l'ai pas remarqué, j'ai même fait un voyage au Japon, hein. Je suis allé à l'université Yokohama pour le premier symposium international sur la méthode Miyawaki et on a visité pas mal de forêts, de micro-forêts là-bas fait avec cette méthode et ça résiste très bien et encore une fois, c'est ce principe de microclimat, la densité des arbres fait qu'ils résistent beaucoup mieux, en fait. J'observe pas certains aussi et d'ailleurs je me questionnais moi-même. Le fait que ça pousse si vite, on pourrait se demander, bah, est-ce que finalement les arbres tirent, tirent, tirent vers le haut et puis ils vont s'écrouler? Moi, je l'observe pas. Hem, les projets que je crée, je mets même pas de bâton pour tenir les arbres, hein, c'est vraiment, tout à fait ils tiennent d'eux-mêmes. J'observe pas ça. Donc ça, c'est des questions, qui sont tout à fait légitimes, mais mais la réalité, nous montre que tout va bien. Alors évidemment, en ville, il faut quand même être un petit peu attentif, hein. Il faut ouais, si par exemple un arbre ne va pas bien et qu'il doit tomber, le fait d'avoir cette densité, bah, ça va retenir le choc. Ils vont sans doute, pas s'effondrer, comme ça facilement. Il faut planter évidemment à distance raisonnable des infrastructures, hein. Il ne s'agit pas de mettre ça, voilà, il faut quand même être à bonne distance, de parking, d'un bâtiment, d'une infrastructure. Et puis, faut être prudent. C'est certain qu'une fois par an au moins, faut peut-être, observer, voilà, quelqu'un qui s'y connaît, qui va regarder s'il n'y a pas un arbre qui est plus fragile qu'un autre et éventuellement le couper si on estime qu'il est vraiment dangereux. Donc c'est finalement comme n'importe quel projet, hein, un grand chêne en ville, un grand tilleul, on a comme ça des services, communaux qui circulent et qui vérifient qu'il y a pas de danger pour autrui, donc c'est vraiment le même principe. Tu as parlé du taux de mortalité également. Alors, il y a une étude européenne qui est souvent donnée, qui a été menée en Sardaigne, qui a été publiée en 2010 et qui révèle, bon, sur une forêt Miyawaki, alors je ne sais pas si c'est plusieurs ou si c'est une seule forêt, que le taux de mortal mo le pardon, le taux de mortalité était de 61 à 84 sur une période de 11 ans. Est-ce que tu connais cette étude et est-ce qu'aujourd'hui avec, le recul que vous avez, pu contredire, cette étude qui est souvent donnée en fait, lorsqu'on essaye de trouver des inconvénients, des désavantages à planter des forêts Miyawaki? Est-ce que Oui, oui. tu connais cette Mais cette étude, elle est très, très intéressante, mais il faut bien se rendre compte du contexte. Donc, là, on est en Sardaigne, on est dans un sol extrêmement superficiel, rocailleux, on est dans un climat extrême avec des mois et des mois de sécheresse. Il n'y a eu aucun entretien, aucun arrosage et en fait, l'objectif, de cette équipe scientifique qui a fait cette expérimentation avec un budget européen d'ailleurs, ils ont voulu comparer la méthode de reboisement classique avec cette méthode Miyawaki. La conclusion est très positive si on lit l'étude jusqu'au bout, c'est-à-dire que la méthode Miyawaki donne un taux de survie bien meilleur que les plantations classiques. Ça, c'est une chose. Après, si jamais on crée ces micro-forêts à Paris, à Nantes, à Bordeaux, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. On a un climat qui est beaucoup plus clément, on a un sol profond, parfois limoneux, qui est idéal.
on a des pluies comme ça qui s'étalent sur toute l'année. On apporte des soins, on va s'occuper de ces micro-forêts, on va les entretenir. En Sardaigne, il y a eu strictement aucun entretien, donc on n'est pas du tout sur le même contexte. Nous, on va apporter un soin. Donc oui, l'étude en Sardaigne est très différente des conditions qu'on a, ailleurs sur le continent, hein, en France. On a des conditions similaires quand on plante, par exemple, en climat méditerranéen. Ce qu'on a fait à Montpellier, à Vitrolles, au nord de Marseille. On a des projets à Aix-en-Provence, des choses comme ça, où là, on obtient, une croissance, moins rapide, hein. C'est une forêt méditerranéenne, c'est un climat beaucoup plus rude, c'est un bois beaucoup plus dense qui nécessite donc plus de temps pour croître. On a moins d'arrosage, on va jamais mettre d'arrosage automatique et des choses comme ça. L'arrosage automatique peut être, assez impressionnant parce qu'évidemment, on a une poussée, beaucoup plus rapide. Mais le problème de ça, c'est d'abord, il y a un coût qui est lié à cet arrosage automatique et aussi, il faut absolument le jour où on arrête l'arrosage automatique, on a un gros risque, que la microforêt, en fait, meure parce que les pour bénéficier de l'arrosage automatique et permanent, bah, les racines poussent superficiellement et le jour où on arrête l'eau, ça sèche et les arbres meurent. Nous, on veut vraiment que les racines tirent vers la profondeur et qui vont être Mmh. beaucoup plus résistants à long terme. On plante aussi des arbres vraiment tout petits, hein. Parfois, les gens se moquent un peu de nous, «C'est ça ta forêt?» avec des arbres de 40 centimètres. Et on beaucoup de gens pensent qu'en plantant des grands arbres, on gagne du temps, mais c'est un mauvais calcul. Un grand arbre qu'on va transplanter, on va couper ses racines, on va couper la racine pivot, qui est vraiment la racine centrale qui va en profondeur, qui ancre l'arbre au sol. Et alors il va mettre plusieurs années parfois à juste s'en remettre en fait et éventuellement à croître après. Tandis que quand on plante un tout petit arbre, qui a 1, 2, 3 ans en godet avec vraiment un bon système racinaire, on voit clairement le pivot central et cetera, on va le planter et ben, cet arbre-là et d'ailleurs des clients, se sont amusés à comparer, hein. On a créé une microforêt avec des arbres classiques autour et même si les arbres, qu'on plantait autour avaient parfois 5 mètres de haut, bah, on observe que la microforêt, au bout de 3, 4, 5, 6 ans, ça dépend un peu du contexte, bah, rattrape finalement et c'est la meilleure garantie d'avenir. Parce que non seulement ces petits arbres vont beaucoup mieux s'ancrer, vont beaucoup mieux résister au changement climatique, au risque de sécheresse, à des tempêtes de vent et cetera. Et l'autre chose, c'est la diversité des espèces qu'on plante. Le fait de planter tellement d'espèces différentes, bah, on se prémunit finalement contre tous les risques. Il va évidemment y avoir, 1, 2, 3, 4 espèces qui à un moment va pas résister au changement climatique, mais les autres vont prendre le relais. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc Alors finalement, justement, on se prémunit de plein de risques et on voit vraiment une résilience assez incroyable. qu'est-ce que tu réponds, justement, en fait, aux à ceux qui pensent que finalement planter autant d'arbres pour avoir autant de pertes, c'est une perte financière également? Comment tu peux répondre Ah, à cette, je crois que je crois que c'est pas un bon argument parce que les arbres qu'on plante, finalement, ils coûtent, autour de 1,50 €, 2 €, 3 € pièce. C'est vraiment, un grand arbre en ville. Je connais pas les coûts exacts, mais c'est plusieurs centaines d'euros. Donc en fait, c'est un petit peu, un argument qui me paraît qui pas, tient pas la route selon toi? voilà et aller dire à un pépiniériste, «Est-ce que tu préfères vendre un arbre ou 1000 arbres?» Vous allez très rapidement obtenir une réponse, positive pour la microforêt. Mmh, je comprends. Hem, on connaît de plus en plus des étés chauds, des étés caniculaires. Alors je ne sais pas comment ça se passe à Bruxelles, en Belgique, si vous avez, connu la canicule, mais bon, vu que vous avez quand même des plantations du côté, du sud de la France, Montpellier, Vitrolles, c'est ça? Tu m'as parlé de Vitrolles? Ouais. Oui. Comment se comportent, ces microforêts face à, bah, déjà au changement climatique, au réchauffement de la ville, aux étés de plus en plus secs? Est-ce que tu as un peu des retours là-dessus? Alors ça, c'est vraiment très intéressant. On a eu vraiment, 3 étés très secs, si je me rappelle bien, en
20, 21 et 22 et l'été 2022 a été le plus sec, je crois, depuis 50 ans. Donc c'était vraiment des conditions absolument extrêmes et heu et on voit que les microforêts ont traversé ça, très bien, parfois avec, aucun arrosage ou très, très peu, peut-être un ou 2 arrosages d'appoint, pendant l'été. Alors ce qui est certain, c'est que quand il fait extrêmement sec et chaud, les arbres poussent beaucoup moins vite. Ils se mettent en dormance assez rapidement et on peut perdre une année de croissance. On a, clairement un petit peu plus de mortalité, ça c'est évident. On a, je sais pas moi, si on a un taux de survie par exemple de 95 normalement, les 2 premières années, on va peut-être arriver à 90 à cause de cette, sécheresse. Donc ça j'ai aussi observé des arbres qui vraiment, avaient l'air d'aller mal, hein, des feuilles qui ont bruni, qui sont tombées. On voyait, et puis l'année suivante ou parfois même, en septembre, octobre, dès que les pluies sont revenues, oups! Ça c'est Ça reprenne. reparti. Ça je l'ai vraiment vu plusieurs fois. Voilà et dans le sud de la France, on a quelques projets. Par exemple, on a un projet à Mandelieu-la-Napoule, juste à côté de Nice, où on n'a fait aucun arrosage et cette forêt va très, très bien. Elle a 3 ans. On a un autre projet à Toulouse qu'on a fait avec le collectif, Toulouse en transition et là, ils ont arrosé, je crois, 2 fois. À Toulouse, on a c'est pas aussi intense que le climat méditerranéen, mais c'est quand même très, très sec et la forêt se porte à merveille. Elle a très, très bien ré donc c'est ça, en fait, c'est on peut avoir des opinions, hein, sur plein de choses, mais la réalité, en fait, dément, ces inquiétudes, en fait. On se rend compte que c'est assez bluffant, c'est une réalité et alors là et là où il faut être aussi prudent, c'est que c'est vrai que cette méthode Miyawaki est un terme qui est devenu un peu à la mode et bah, c'est devenu un peu comme un mot-clé et beaucoup de gens se prétendent, utiliser des mais en fait, ils comprennent pas du tout la méthode Miyawaki. Ils comprennent absolument pas le concept de végétation naturelle potentielle. Ils maîtrisent pas du tout la préparation du sol. Ils savent pas trop bien ce qu'ils doivent faire au niveau de l'entretien. La sélection des espèces est parfois complètement, heu, farfelue et ils obtiennent des mauvais résultats et ça nous donne une mauvaise presse évidemment à Ah oui, bien ceux sûr. qui le font bien et il y a plusieurs acteurs maintenant sur le territoire qui font les choses, très bien. J'ai Donc, constaté d'ailleurs qu'il y avait, la notion de micro-forêt qui était utilisée parfois juste sur de la plantation classique, sur une petite surface. Tout de suite, on parle de micro-forêt. Est-ce que effectivement, ça dessert pas aussi, finalement la cause que vous défendez, que tu défends, en expliquant que c'est quand même beaucoup plus technique avec une attention beaucoup plus, poussée, sur les végétaux, sur le sol? Hem, la question que j'avais moi, c'est, comment en fait, engager les citoyens? Comment tu communiques auprès, bah, du grand public? Bah, déjà dans un premier temps, peut-être pour qu'on puisse différencier ce qui est, une microforêt avec, l'attention qui est apportée et finalement les différentes plantations qui sont, proposées, dans toutes les villes de France aujourd'hui et qu'on pourrait appeler également microforêts. en fait, les anglophones, ils ont un terme, tout ce qui est plantation d'arbres, en ville, quelle que soit, la façon de planter, ils appellent ça la forêt urbaine. C'est vraiment Urban l'ensemble forest. des arbres Mmh. plantés en ville. C'est aussi simple que ça. Après ça, il y a plein de méthodes différentes et ça, c'est à chacun d'avoir la jugeote de différencier les différentes méthodes. Par exemple, la fameuse forêt, urbaine qui a été plantée à Paris, sur une place dont j'ai oublié le nom, c'est complètement différent comme méthode. Le coût est bien, bien, bien supérieur à ce qu'on propose. C'est fait, enfin, c'est une méthode qui est complètement différente. Donc encore une fois, moi, ce que j'aime bien dire aux gens que je rencontre, c'est d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Heu, est-ce que vous voulez de la prairie? Est-ce que vous voulez des fleurs? Est-ce que vous voulez des arbres? Est-ce que vous voulez une microforêt? Est-ce que vous voulez un potager? Qu'est-ce que vous voulez? Et puis alors, on essaie de trouver la bonne méthode qui réponde à cet objectif. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est
Voilà, il y a plein de façons de faire différentes et la méthode Miyawaki est un des outils qu'on utilise pour végétaliser la ville et les arguments forts, c'est une croissance, rapide. C'est un coût qui est finalement, tout à fait acceptable quand on la compare avec d'autres méthodologies utilisées en ville, hein, pas en forêt classique, mais en ville et et puis en plus on et cette résilience, c'est-à-dire qu'il faut peu l'entretenir. Ça, c'est vraiment un argument choc pour les communes parce que l'entretien des espaces verts, c'est un budget faramineux pour les villes. Et donc, si on peut avoir comme ça du vert qui nécessite pas ou très peu d'entretien, bah, c'est quand même très intéressant. Et Ah, en bien termes sûr. de biodiversité, c'est 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 incomparable. Une microforêt, comme je la décris, elle accueille une biodiversité, bien, bien, bien supérieure à d'autres, méthodes. Aujourd'hui, vous avez développé plus de 130, microforêts en ville. Est-ce qu'il y a des lieux, des espaces qui fonctionnent mieux? Je veux dire dans le sens où, finalement, vous recommandez lorsqu'on souhaite, installer une microforêt dans sa ville, est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus propices au développement, d'une microforêt? Donc on a bien compris qu'il y avait cette notion de sol, mais est-ce que toi, rapidement, tu peux dire, bah, effectivement, il vaut mieux utiliser tel et tel espace dans l'environnement urbain, puisque, on aura, un meilleur développement, de cette forêt Oui. cette forêt, pardon. Donc, d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir une zone de pleine terre. On ne peut pas planter ça au-dessus d'un parking, sur une toiture, et cetera. Il faut une zone de pleine terre sans réseau souterrain. Il faut pas d'eau, d'électricité, téléphone, Donc et c'est la première cetera. contrainte. D'accord, Il faut un minimum de 100 mètres carrés. d'accord. C'est un chiffre qu'on tire un peu d'un chapeau, hein. Il y a pas de, c'est pas assis sur une base scientifique. On dit que c'est commence à partir de 100 mètres carrés. Et moi, je ne vais pas aller au-delà de 3000 carrés parce que je trouve qu'au-delà de 3000 carrés, soit on la fait en étapes, soit on utilise une autre méthode qui est moins coûteuse. Hem, il faut qu'on soit suffisamment éloigné des bâtiments, des infrastructures autour. Il faut que ça soit simplement du bon sens, que ça soit adapté. Et alors ce qui est très important, c'est d'assurer un il faut vraiment être capable, il suffit pas de planter, il faut assurer un suivi pendant 3 ans. Il faut qu'il y ait un point de contact qui savent, suivre cette forêt, déclencher les entretiens au bon moment, qui savent communiquer auprès des personnes autour qui se posent des questions, «Pourquoi on a fait ça?» Tout ça, qui soient vraiment formés, qui sachent de quoi ils parlent pour répondre aux questions. Venons-en maintenant à l'aspect économique. Donc, Urban Forest est une société. Aujourd'hui, comment, est-ce qu'on peut considérer que c'est viable économiquement de pouvoir se lancer dans la plantation de microforêts? Quels sont les retours que tu en as? Est-ce que tu es à l'aise avec ces sujets-là de chiffres, pour pouvoir en fait tout simplement, casser un peu cette idée que finalement ça ne marche pas économiquement, que c'est difficile de pouvoir en vivre? Quels sont les retours que tu peux avoir là-dessus maintenant, toi avec, 9 ans, c'est ça? 10 ans de recul, Bon, avec ouais. Urban Forest? Et ça, c'est vraiment c'est une question qui m'intéresse, beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, quand on parle de plantation d'arbres, de plantation participative, comme on fait souvent avec ces microforêts, on imagine souvent, des subsides, du volontariat, Exactement. de l'associatif et cetera. Urban Forest, on est une entreprise, on est 4 personnes qui travaillons, là-dessus. Il y a maintenant d'autres structures qui existent sur le territoire, qui gagnent leur vie grâce à ça, donc ça crée de l'emploi. Ça, c'est déjà une chose très positive, c'est pas juste une belle idée, ça crée de l'emploi. Il y a des gens qui sont capables de gagner leur vie grâce à ça. On fait aussi travailler des pépinières, cette économie circulaire dont on parle, on utilise, voilà, ce compost, ce recyclage du broyat et cetera pour créer ces espaces. Donc ça fonctionne et moi j'invite d'ailleurs tous les jeunes à peut-être, se poser la question si les microforêts, ils peuvent pas, l'intégrer en fait dans leur portefeuille de solutions, heu, pour, revégétaliser, la ville. Voilà, en termes de coûts, en fait, on est sur des projets,
comme moi en tout cas je le propose, j'ai des coûts qui varient de 25 à 60 € du mètre carré. En fait, quand ce sont des petites surfaces, proportionnellement, c'est plus cher parce qu'il y a des coûts qui ne sont pas compressibles. Voilà, donc c'est un prix, voilà, de 25 à 60 € du mètre carré, absolument tout compris. L'entretien et en plus, l'entretien, notre expérience, on voit qu'on parle de 8 € du mètre carré d'entretien pendant 3 ans, et après ça, on a plus de coûts, Quand donc c'est si 8, on compare ça, par exemple, à comment? une petite précision, Nicolas, c'est 8 € le mètre carré par an? Oui, donc en fait, on va planter la création de la microforêt va coûter entre 25 et 60 € du mètre carré, et puis il va falloir entretenir cette forêt pendant 3 ans jusqu'à son autonomie complète, et l'entretien coûte autour de 8 € du mètre carré par an. Voilà, ça ce sont pour les coûts. Si on compare ça à du paysagisme classique, hein, des aménagements classiques en ville, on est tout à fait dans les cordes, on est voire même moins cher que beaucoup d'autres solutions. C'est une réalité économique. Maintenant, si on compare ça, comme certains le font, à la plantation en forêt, ça n'a aucun sens. Évidemment qu'en forêt, on est beaucoup, beaucoup moins cher. On n'a pas du tout les mêmes conditions, c'est pas du tout le même objectif, c'est pas du tout la même densité, c'est pas du tout la même préparation de sol, et cetera. Donc si on reste dans le domaine de la nature en ville, c'est un coût qui est tout à fait raisonnable par rapport à d'autres solutions. Aujourd'hui, la société, est pérenne, viable économiquement. Votre développement, c'est quoi, pour l'année 2025? Alors j'ai vu que vous aviez déjà des projets depuis un petit moment à l'international, enfin en tout cas au niveau européen. C'est quoi les ambitions d'Urban Forest? Alors nous, là, on tourne autour de plus ou moins 20 à 30 microforêts par an, ce qui est excellent pour une structure, comme la nôtre. Cette année, on va faire un record, un nouveau record. On va créer, 35 microforêts à la saison 2025-2026, à 4 personnes. Donc, nous, on n'a pas on a moi, je me suis posé cette question à un moment, j'ai pas envie de grandir. C'est-à-dire que je suis très content dans cette structure artisanale, ça libère du temps, parce qu'on a des périodes, où on est très occupé, hein, de septembre à mars, on est très occupé, et puis le reste de l'année, on cherche des nouveaux projets, on les entretient, on va les suivre, et cetera. Mais finalement, on a du temps. Donc on a une qualité de vie qui est assez extraordinaire, et moi, ça me convient très bien. Je n'ai pas envie de grandir. Par contre, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'il y ait de plus en plus de structures qui s'implantent sur le territoire, un peu comme, on peut imaginer des garages partout pour réparer les voitures, Sorte de qu'on ait franchise comme multi-marque. ça, voilà, des structures, qui se déploient sur tout le territoire pour déployer ces microforêts à grande échelle. Ça, c'est un petit peu, mon rêve, voilà. D'accord. La première forêt, elle a été plantée en 2016. Comment elle va aujourd'hui? Elle va super bien, donc elle a 9 ans, la plus vieille forêt, et on a, des arbres qui font plus de 12, 13, 14 mètres. C'est assez impressionnant. Elle est vraiment superbe. Sur notre site web, en fait, il y a une étude, hein, où on peut aller voir, en fait, comment évoluent ces microforêts, à quoi elles ressemblent. Il y a des photos, il y a même des profils forestiers qui montrent, quel aspect ont ces forêts. On a des études de sol, on a, la par exemple, un indicateur que j'adore, c'est la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol. En fait, comment plus un sol va capter l'eau rapidement, plus rapide l'eau va s'infiltrer dans le sol, meilleur le sol est. En fait, les sols urbains sont souvent très compacts, l'eau va ruisseler, elle s'infiltre pas, elle va remplir les fossés et toute l'infrastructure de gestion des eaux, tandis que ces forêts vont beaucoup mieux absorber, l'eau. Donc, elle va très, très bien, et je crois que sur 130 forêts, on a vraiment, on a un projet là que j'ai en tête qui est vraiment un échec total. On a dans un parc aussi à Gembloux en Belgique, c'est très étonnant, cette forêt elle est, assez bien, mais elle a été complètement rasée. Je crois qu'il y a eu je sais pas ce qui s'est passé dans ce parc, c'est pas très clair.
Je pense que les gens, n'étaient pas prêts à recevoir, en fait, cette microforêt dans le parc. Mais voilà, sur 130, j'ai eu des projets aussi qui allaient très mal, où j'étais très inquiet. Je me suis dit: «Ouh là là, ça n'a pas l'air bon du tout». Il y en a une, par exemple, à Aulnay-sous-Bois, j'ai vraiment cru c'était un échec sur un site industriel qui avait été dépollué et cetera, où il y a eu quasi aucun entretien. J'ai cru qu'elle allait mourir. Et en fait, 6 ans après, elle est absolument extraordinaire. Ça a été une surprise, vraiment incroyable. Parfois, ça va mal comme ça et puis il y a un clic qui se fait, je ne sais pas comment le dire autrement et puis pouf, la forêt a émergé Alors, et ouais, va très, très bien. Donc les retours sont vraiment clairement, très positifs. très bien. On arrive, à la dernière question. Nicolas, si tu avais à inviter, 2 personnes, 2 personnalités vivantes ou disparues à découvrir, une de tes micro-forêts autour d'une balade, quelles seraient-elles? Un moi, un personnage qui m'a énormément influencé et que j'aurais rêvé de rencontrer, qui est malheureusement maintenant décédé, c'est le photographe, Sebastião Salgado, un Brésilien, qui a vécu beaucoup en France. En fait, toute la première partie de sa carrière, il a photographié les drames humains, les migrations, les travailleurs dans des conditions épouvantables et cetera. Et ça l'a une période de sa vie énormément affecté. Il a fait une grosse dépression, il est tombé malade et cetera, comme si l'humanité, enfin tout ce qu'il avait vécu l'avait, complètement, meurtri. Et puis, sa femme, en fait, a trouvé la solution de il a récupéré une ferme au Brésil de sa famille. Il y avait une agriculture intensive qui a complètement détruit le sol et cetera, et ils se sont mis à planter pour régénérer le sol. Et aujourd'hui, cette terre qui avait été complètement meurtrie est un parc national où le léopard, en fait, est même revenu. C'est assez extraordinaire et ce personnage m'a, voilà, énormément inspiré. Ça, c'est un exemple. J'adorerais faire une balade avec Francis Allais, par exemple, le botaniste. J'aimerais beaucoup voir, parce que lui connaît les vraies forêts tropicales, primaires. Et ça m'amuserait beaucoup de passer du temps avec lui et de l'écouter, comment il décrit ces microforêts. Heu, ça serait extrêmement, intéressant. On pourra lui, envoyer, cet épisode si tu le souhaites. En tout Voilà. cas, ce serait bien qu'il écoute. Comment on peut te joindre, Nicolas? Est-ce que tu es présent sur les réseaux? Je sais que tu es, présent sur LinkedIn. Vous avez un site internet où on peut voir l'ensemble de vos réalisations. Comment déjà on peut te contacter? Et ma deuxième question, est-ce que si jamais, j'étais en voyage en France ou en Belgique ou en Angleterre, parce que je crois que tu as participé sur des projets en Angleterre, quelle forêt tu me conseillerais d'aller, visiter? Micro-forêt, tu me conseillerais d'aller visiter? Le Moi, le point de contact, c'est vraiment le site web urbanforest.fr ou .be, pour ceux qui sont en Belgique. Sur ce site, vous avez une carte avec l'emplacement de toutes les microforêts que vous pouvez aller voir. Beaucoup d'endroits sont des sites accessibles au public. Vous pouvez éventuellement me contacter pour aller visiter des sites ensemble. Si je suis disponible, je le ferai, volontiers. Hem, voilà. Donc en fait, on a un peu des micro-forêts dans toute la région française, quoi. Enfin, en tout cas pour ceux qui sont en On en France. a vraiment sur absolument tout le territoire français, enfin en tout cas dans beaucoup d'endroits. Heu, donc vous ne devriez pas être très loin d'un exemple, à aller voir, si le cœur vous en dit. Merci beaucoup Nicolas pour cet échange. Je te souhaite une bonne continuation et puis au plaisir de suivre un peu l'actualité d'Urban Forest, donc Merci à toi Hicham. au plaisir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.delegreen.fr. Prenez soin de vous.